Vous regardez l'émission Période d'essai qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. Et aujourd'hui, on va parler des instituts de sondage avec Hugo Touzé, qui est l'auteur de Produire l'opinion, enquête sur le travail des sondeurs. C'est publié aux éditions de l'EHESS. Hugo, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Les sondages, ils occupent une place centrale dans le débat public, mais le travail des sondeurs est quand même un peu plus invisibilisé. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de travailler sur ce sujet ? C'est justement ce paradoxe entre beaucoup de travaux sur les sondages, y compris en sociologie, en sciences politiques, beaucoup de travaux sur les effets des sondages, sur la manière dont ils vont contribuer à rythmer l'actualité politique, médiatique, le débat public. Une omniprésence, tu l'as dit, sur la place des sondages dans les élections, dans la société, et paradoxalement, très peu de travaux sur la manière dont ces sondages sont produits, dans les coulisses, quelque part, de ces instituts. Qui sont ces gens qui produisent ces sondages ? Comment est-ce qu'ils travaillent ? C'est ça qui, moi, m'a intéressé. C'est pour ça que j'ai voulu mener cette enquête, quelque part, pour aller au-delà des chiffres sur leur construction. L'enquête, elle repose sur une immersion prolongée au sein d'un institut de sondage. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette immersion et nous expliquer ce que cette observation vous a apporté ? Effectivement, alors moi j'ai d'abord fait beaucoup d'entretiens avec des sondeurs et des sondeuses. J'ai fait un sondage auprès des sondeurs, c'est-à-dire que j'ai administré un questionnaire un peu comme ils le font toute la journée au sein des différents instituts. Et puis effectivement, j'ai travaillé moi-même plusieurs mois au sein d'un institut et ça m'a permis de voir c'est justement ces coulisses. Comment est-ce que ça se passe, la création d'un sondage depuis la commande auprès du client jusqu'à l'exposition des résultats. Et en fait, un sondage, c'est pas quelque chose de magique. Entre cette commande et cette exposition des résultats, il y a un ensemble d'étapes qui vont de la négociation du budget, qui est toujours un peu première, la formulation des questions, la constitution de l'échantillon, le traitement statistique, l'analyse des données. Et ce qui, moi, m'a intéressé, c'est qu'à chacune de ces étapes, en fait, il y a une sorte de tension qui se fait jour entre la volonté qu'ont les sondeurs et les sondeuses de réaliser la meilleure enquête possible et un ensemble de contraintes qui sont des contraintes qu'on va retrouver dans plein d'entreprises très différentes du monde des sondages, mais qui sont des contraintes de temps, des contraintes de budget, des contraintes de ressources humaines. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment est-ce qu'on produit un sondage en tenant compte à la fois des enjeux, disons, scientifiques et des enjeux économico-commerciaux. Les sondeurs, ils se situent quand même à la croisée de plusieurs univers, à savoir la recherche, un marché, des médias, parfois, et on va le voir de plus en plus, la politique. Comment est-ce que cette position intermédiaire, elle façonne un peu leur quotidien professionnel ? D'abord, effectivement, c'est important de le rappeler, elle façonne ce qu'on appelle en sociologie leur culture professionnelle. Depuis les premiers sondeurs qui apparaissent, finalement une profession assez récente, ils apparaissent dans les années 20-30 aux États-Unis, et déjà ils se situent à la croisée de ces trois univers. Premièrement, les années 20-30, c'est le moment où la technique du sondage, c'est-à-dire la reconnaissance scientifique par la communauté des statisticiens, rend possible le fait de faire des sondages, c'est-à-dire interroger une petite partie de la population pour tenir un discours sur l'ensemble de la population. Ça, c'était juste scientifiquement pas légitimé avant cette période-là, donc il y a d'abord une assise scientifique. Les sondeurs, c'est le moment où ils vont aussi apparaître comme un débouché intéressant pour des entreprises dans un capitalisme de consommation qui se développe beaucoup et où apparaissent les professions comme le marketing, la publicité. Les sondeurs vont apparaître comme un outil intéressant pour les entreprises au début du XXe siècle, puisqu'ils vont leur dire nous, on va vous permettre de mieux cibler ce que veulent vos clients, de lancer des études de marché, etc. Et soit dit en passant, c'est encore à ça que servent majoritairement les sondages aujourd'hui. Mais tout de suite, à ce volet scientifique et ce volet économique, les sondeurs vont rajouter un troisième élément qui va être très important. Ils vont dire, nous, on n'est pas simplement scientifiquement établi et utile économiquement, on est aussi indispensable à la démocratie. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et nous, on vous propose un outil qui permet de savoir sur tous les sujets et à tous les moments ce que pense le peuple. Et ce discours, c'est pour ça que je reviens un peu aux origines de la profession, c'est pas pour faire un cours d'histoire, c'est parce qu'il est présent dès les premiers sondeurs d'opinion et il est encore extrêmement présent dans le discours des sondeurs et des sondeuses aujourd'hui. Moi, les sondeurs que j'interviewe me disent systématiquement ça. Nous, on est un outil utile pour que les citoyens puissent se faire leur avis, puissent se repérer dans les grandes tendances de l'opinion, etc. Et c'est aussi ça qui explique que les sondages sont aussi omniprésents, c'est parce qu'ils sont intriqués dans le discours des sondeurs et beaucoup aussi des médias avec la question démocratique. Il y a un extrait qui m'a particulièrement frappé, je me permets de le lire.
Lors du premier contact avec le ou la cliente, celui-ci va faire part de ses besoins et attendre du sondeur-sondeuse qu'il ou elle y réponde. Cet échange présente donc une asymétrie relationnelle qui place le ou la sondeur-sondeuse en situation de prestataire de service. Ce rapport de contrainte marchande et la soumission aux volontés du ou de la cliente abondent dans le sens de l'argument du sale boulot. Donc vous décrivez un métier qui est traversé par des fortes tensions entre exigences scientifiques et contraintes économiques. Comment est-ce que ces arbitrages ils se jouent au quotidien ? Eh ben, ils sont d'abord une source souvent de frustration pour les sondeurs et les sondeuses, parce que les sondeurs sont des gens, il faut le dire, qui ont fait souvent de longues études. La majorité ont un bac+5, ils ont étudié dans des filières de sciences politiques, de sociologie. Ils connaissent très bien les méthodes pour faire une bonne enquête, mais effectivement, ils vont se heurter à ces contraintes. Et ça donne, moi, il y a un verbatim que j'aime bien, un discours que m'avait dit une sondeuse en entretien. Elle me dit, moi, quand je suis arrivé dans le métier, mon chef m'a dit si on t'a commandé une de chevaux, tu ne livres pas une Ferrari. C'était une manière de dire que, elle me disait après, on apprend à faire plein de choses à l'université, des traitements poussés, mais finalement, si ça correspond pas aux attentes du client, on va pas les faire. Donc la première chose à dire, c'est que il y a souvent un réajustement, disons, de ses ambitions, de ses aspirations à la baisse pour les faire coller aux exigences du client. Une fois qu'on a dit ça, en réalité, on se rend compte que on peut pas toujours coller aux exigences du client parce que parfois le client demande des choses qui ne fonctionneraient pas, veut poser des questions dont le sondeur savent pertinemment qu'elles ne marcheraient pas bien, etc. Et donc se joue là une forme de rapport de force. C'est la même chose pour la taille des échantillons. Les sondeurs vont parfois dire au client, là, il faudrait mieux quand même augmenter un peu la taille de votre échantillon, interroger non pas 1000 personnes, mais plutôt 2000 ou 3000, en essayant de les convaincre avec des arguments plutôt d'ordre scientifique, méthodologique. Mais à la fin, il y a ce rapport d'asymétrie, puisque si le client dit moi j'ai pas le budget et de toute façon ça m'intéresse pas d'entrer en tel niveau de précision, on va pas le faire. Et donc il y a ce jeu entre à la fois mettre en avant, disons, son capital d'expertise, ses compétences professionnelles pour essayer de convaincre le client, mais in fine c'est quand même le client qui tranche, qui décide. Cette relation commerciale, elle pèse fortement sur la définition du bon travail. Jusqu'où les sondeurs ils peuvent, eux, défendre leur autonomie face à ces attentes de commanditaires ? Moi, ce que j'ai observé, c'est que il y avait effectivement, comme je viens de le dire, souvent des révisions à la baisse de ce qu'on estimait être du bon travail, mais que c'était pas le cas tout le temps. Et on observe aussi des moments où les sondeurs et les sondeuses décident de faire du mauvais travail ou du trop mauvais travail à leurs yeux, dans des moments où ils estiment que ça va pouvoir entacher trop leur réputation ou celle de leurs instituts. Parce que ce qui est important de comprendre aussi, c'est que on parle des sondages beaucoup dans l'opinion, dans les médias, etc. Mais en fait, c'est un tout petit monde. Il y a une dizaine d'instituts de sondage en France, et moi, les personnes que j'étudie, les sondeurs et les sondeuses d'opinion, c'est 100 à 120 personnes en France. Et donc, très vite, votre réputation, elle est en jeu, en quelque sorte. Et donc, moi, j'ai assisté il y a un cas qui est assez emblématique de ça, c'est au moment où je mène mon enquête, la boîte de prod de Hanouna à l'époque voulait commander un sondage pour le diffuser en direct dans son émission grand public, qui était un sondage sur à quel fruit ou légume vous fait penser telle ou telle personnalité. Et donc moi je fais des entretiens avec des sondeurs et des sondeuses, et une qui me dit non mais ça c'est impossible pour moi, il est hors de question que le nom de mon institut ou mon nom à moi soit associé à François Hollande vous fait penser à une courgette plutôt qu'à un potiron. Et donc là on voit bien que parfois, pour répondre à la question, ce qui va primer, c'est la préservation du capital réputationnel, de la réputation, du sérieux, etc. de l'Institut, plutôt qu'un contrat à court terme. Et donc, il y a toujours un arbitrage à mener. À quel point faire, entre guillemets, du mauvais travail va nous coûter sur le plus long terme, en termes d'image ou de réputation, par exemple. 120 personnes à peu près, une poignée d'instituts, c'est en fait un très petit milieu. Tout à fait, c'est un très petit milieu, d'où ces enjeux de réputation qui sont très importants, parce que si vous faites, pour le dire vite, un peu n'importe quoi, vous faites un sondage qui va faire un bad buzz, comme on dit, c'est d'abord votre institut qui va être exposé, et puis votre nom en interne. Les instituts de sondage, c'est un monde aussi, pour être un peu plus sur des enjeux professionnels, où il y a beaucoup de turnover, où les sondeurs et les sondeuses passent beaucoup d'un institut à l'autre, y compris pour avoir de l'avancement de carrière, et donc vous ne pouvez pas trop risquer de mettre en danger votre réputation juste pour répondre à un contrat. On va parler d'un sondage qui a été très contesté pour ses choix méthodologiques et à propos duquel vous avez été beaucoup sollicité dans les médias. C'est l'état des lieux sur le rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France qui a été publié par l'IFOP. Est-ce que vous pouvez revenir sur les problèmes
qui ont été posées vis-à-vis de ce sondage. Ouais, on peut revenir effectivement sur les problèmes d'un point de vue méthodologique, etc. Mais avant tout, il y a un constat qui m'avait vachement intéressé au moment de cette affaire, c'est que ce sondage est donc effectivement un sondage qui tend plutôt à montrer les musulmans comme un danger pour la société. Au même moment, au sein du même institut, un autre sondage avait été commandé par la Grande Mosquée de Paris. Il a été administré auprès du même échantillon. Et ce sondage était un sondage pour interroger les discriminations anti-musulmans. Le sondage a été réalisé par le même institut, dans les mêmes conditions, et on n'en a pas du tout entendu parler médiatiquement, alors que celui qui vient d'être mentionné, il a fait vraiment la une de toutes les chaînes de télé et la presse écrite, beaucoup. Et donc il y a tout de suite quelque chose qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas tellement le sondage tout seul en lui-même qui va avoir un poids sur le débat démocratique, c'est la manière dont il va être ensuite relayé, médié justement par les médias. Si on revient un peu maintenant sur les problèmes que pouvait poser ce sondage, il y en a plusieurs, mais c'est plutôt à prendre pour moi comme un cas d'exemple, un cas exemplaire de comment analyser un sondage. Ce qui a beaucoup été mis en avant, par exemple, c'est la fiabilité de la méthodologie. Là, on avait un échantillon plutôt conséquent de personnes qui avaient été appelées au téléphone et non pas administrées par Internet, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas grand-chose à redire. En revanche, si on regardait dans le détail, le sondage et le commentaire qui en a été fait étaient beaucoup axés sur des évolutions sur le long terme. Et en fait, ces évolutions étaient faits à partir de sondages plus vieux, mais qui n'étaient pas du tout comparables du point de vue de l'échantillon, par exemple. C'était des beaucoup plus petits échantillons sur des populations qui n'étaient pas comparables, et donc, en réalité, on mélangeait un peu des choux et des carottes en parlant de ces évolutions-là. Et puis là encore, ça invite à aller se plonger dans la manière dont sont fabriqués les sondages, puisque vous avez des commentaires qui ont été faits de choses qui ne correspondaient pas aux questions qui ont été posées aux gens. Par exemple, il y a eu tout un commentaire autour du fait, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 46% des musulmans en France veulent appliquer la charia. Donc ça fait quand même un chiffre très important, c'est quand même pas rien, etc. Mais si on regarde dans le détail, il y a deux choses qu'on voit, qu'on observe, mais il faut pour ça aller se taper les pages de méthodologie sur le site de l'Institut de sondage, les petites notes de bas de page écrites en minuscules. Qui restent disponibles. Qui restent disponibles, mais qui demandent quand même une expertise assez importante et que même les journalistes ne prennent pas souvent le temps d'aller faire ce travail. Et en fait, ce chiffre de 46%, il était non seulement une accumulation de 15% qui disaient oui, il faut appliquer la loi musulmane, et de 30% qui disaient il faut l'appliquer, mais on peut l'adapter au pays dans lequel on vit. Donc c'est déjà très différent de 46% veulent appliquer la charia. Le deuxième chose, qui est peut-être encore plus grave, c'est que les enquêtés, les gens à qui on a posé les questions au téléphone, on ne leur a jamais parlé du terme charia, mais on leur a parlé du terme de loi musulmane. Et la loi musulmane, ça peut être comprise en fonction de sa confession de manière très différente. Là où la charia, c'est peut-être un peu plus explicite sur, voilà, on voit plus à quoi ça renvoie. Et encore, il faudrait détailler. Donc voilà en quoi on peut avoir une analyse très généralisante qui dit grosso modo, si on résume très synthétiquement, 50% des musulmans en France sont potentiellement dangereux, avec des chiffres qui ne disent pas ça et dont les questions n'ont même pas été posées telles quelles. Donc c'est vraiment une invitation à aller regarder dans le détail et à faire, moi ce que je réponds souvent, à faire de la critique sondagière comme il est sain de faire de la critique média. C'est-à-dire on apprend aux élèves maintenant, dès le collège, dès le lycée, à aller recouper les sources, à aller regarder sur quoi s'appuie un média, etc. Moi j'invite vraiment à faire la même chose avec les sondages qui prennent une place, vous l'avez dit, de plus en plus importante, à regarder quel est l'échantillon, comment ont été posées les questions, dans quel ordre ont été posées les questions, est-ce que ça s'est fait juste après un événement important, en l'occurrence là on était sur la commémoration des attentats de Charlie Hebdo il me semble, est-ce que c'est dans une période plutôt neutre, etc., etc. Donc il faut vraiment développer cette culture critique. Ça ne veut pas dire de rejeter, mais ça veut dire développer une culture critique, de ne pas se contenter de réceptionner les chiffres tels qu'ils sont médiés par les médias. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pourriez donner sur cet esprit critique qui a développé vis-à-vis des sondages? Et est-ce que l'école, là, n'a pas un rôle à jouer, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, l'école a un rôle à jouer parce que c'est tout récent. Ça fait, je crois, depuis 2019, 2018, il y a un chapitre en terminale, en première, en SES. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir l'option SES sur les sondages, en gros, et l'opinion publique. Mais bon, il faut avoir cette option. Tout le monde ne l'a pas, etc. Et c'est quand même un peu faible. Il y a des conseils qu'on peut donner, par exemple, sur tous les sondages qui ont un lien direct avec les intentions de vote, les sondages politiques. On peut aller voir sur le site de la commission des sondages, qui est un peu l'ARCOM des sondages, les notices détaillées, ce que je disais, sur le protocole, etc. De manière plus générale, souvent les instituts de sondage mettent les rapports entiers de
de leurs études sur leur site internet, donc on peut aller aussi voir ça, mais je ne veux pas renvoyer trop à une responsabilité individuelle. C'est-à-dire, mon propos n'est pas de dire individuellement, les gens n'ont pas le temps de faire ça, et puis ils ne sont pas forcément formés à ça. Il y a plus un discours, à mon avis, envers les journalistes, d'abord, qui ont un rôle très important, y compris dans les écoles de journalisme. À mon sens, on n'est pas assez formé à ces questions-là. Et puis, il y a un rôle, évidemment, du côté de la puissance publique, qui devrait avoir un rôle plus large de régulation, dans la mesure où aujourd'hui, de plus en plus, ces sondages sont utilisés de manière assumée comme un outil de combat idéologique. Et je le dis, ça peut être n'importe quel combat idéologique, hein, des positions pour, contre sur une même thématique. Mais dans ce cas-là, il me semble qu'il devrait, comme pour les médias, y avoir une régulation plus stricte de l'utilisation de ces sondages très politiques. Qui pour l'instant n'existe pas. Il n'y a aucune forme de régulation sur les sondages. Il y a cette fameuse commission des sondages dont je parlais, mais qui a une conception de son rôle, à mon sens, c'est un débat, trop restrictive. C'est-à-dire que la commission des sondages, elle a été fondée en 1977, donc c'est pas tout récent non plus. Elle a très peu de moyens, hein, par exemple, même par rapport à l'Arcom en comparaison. Mais en fait, aujourd'hui, théoriquement, d'un point de vue du droit, elle peut se saisir de n'importe quel sondage qui est en lien direct ou indirect avec le débat électoral. Donc c'est quand même une conception assez large, et on pourrait considérer qu'un débat, par exemple, sur l'islam, comme on en a parlé, ça s'inscrit clairement dans le débat électoral. Or, elle a aujourd'hui une conception, je dis, restrictive, parce qu'elle ne se saisit que des sondages directement d'intention de vote, c'est-à-dire quand on a demandé aux gens pour qui allez-vous voter. Or, les sondages sur des thématiques électorales, la délinquance, les retraites, la sécurité sociale, que sais-je, entrent dans le cadre du débat électoral. Et donc moi, mon point est que cette commission pourrait avoir un rôle plus ample et se saisir justement de plus de sondages pour jouer son rôle de régulateur. Est-ce que ces sondages et ces instituts de sondage, ces sondeurs, ont le même poids dans tous les pays où il y a certaines régions du monde qui sont plus sensibles à ces sondages ? Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la comparaison internationale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des modèles très différents. Par exemple, aux États-Unis, on a à la fois des sondages qui sont beaucoup plus intriqués à la fois aux partis politiques. Par exemple, les républicains, les démocrates ont leurs propres instituts, si on peut dire. En France, on n'a pas l'institut du PS, de la France insoumise ou des républicains. Et puis, il y a un lien beaucoup plus étroit avec les institutions universitaires. Par exemple, je crois que c'est le New York Times qui fait ces sondages en lien avec le département sondage, comme on n'a pas ça en France, mais d'une université importante. En France, on a des instituts qui sont vraiment très indépendants du milieu universitaire et qui ne sont pas directement rattachés effectivement à des partis politiques. Donc il y a des exemples différents. Par contre, pour répondre à la question, ce qui est clair, c'est que cette question de l'opinion publique, de la quantification, de la mesure de ce que pensent les gens, elle s'est clairement développée, en tout cas dans tous les pays où on a des modèles politiques qui sont comparables. Est-ce que ces liens avec l'université permettraient de garantir une meilleure qualité des sondages ? Peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sondages, encore une fois, on parle souvent des sondages réalisés par les instituts de sondage pour des commanditaires de médias, mais en fait, l'université réalise tout un tas de sondages aussi de son côté. Moi, en tant qu'universitaire, on a fait des sondages sur le mouvement sur les retraites, il y a des sondages sur tout un tas de sujets, mais ça ne répond pas aux mêmes temporalités. C'est-à-dire que souvent, ces enquêtes, elles vont être plus importantes en termes de nombre de personnes interrogées, et on va faire des analyses qui prennent beaucoup plus de temps, qui vont être dans des statistiques plus poussées, et donc le délai n'est pas du tout celui, par exemple, du timing médiatique. Un sondage, aujourd'hui, réalisé par un institut de sondage, il peut être fait en 24 heures, il se passe un événement aujourd'hui, demain, vous avez un sondage. Ça correspond pas du tout au canon universitaire, et donc il pourrait, oui, certes, y avoir plus de liens entre institut et sondage. Il y en a d'ailleurs eu beaucoup plus par le passé, ils se sont beaucoup délités au cours du temps, et ça répondrait peut-être effectivement à un certain nombre de problèmes. Mais la question n'est pas tant là du côté des instituts de sondage que de leurs commanditaires, puisque les instituts de sondage vivent et fonctionnent parce qu'ils ont des gens qui leur commandent des sondages. À vous lire, on comprend quand même que les sondeurs, ils accordent beaucoup d'importance au sens de leur travail. Comment eux-mêmes définissent leur utilité sociale, démocratique ? Comment est-ce qu'ils en parlent ? Ils disent d'abord qu'ils ont un rôle, ce que je disais tout à l'heure, ce discours très présent, important dans la démocratie. Je prends un exemple qui revient souvent dans les verbatims des sondeurs, dans ce qu'ils me racontent, c'est qu'ils disent sans nous, les gens n'auraient pas d'idée réelle des rapports de force. Par exemple, ils verraient, pour la campagne présidentielle, ils verraient Emmanuel Macron en couverture de tous les médias, ce qui est le cas. On sait qu'il a une couverture plus importante, qu'il a eu une couverture plus importante. On aurait l'impression qu'il fait 80% si on n'était pas là pour objectiver, il y a souvent ce terme qui revient, pour objectiver les rapports de force. Et ça, c'est un argument qui est difficile à contester. Il y a d'abord ça.
Et puis, souvent, ils s'appuient sur le fait qu'ils vont donner des outils aussi aux décideurs et aux politiques publiques pour mieux faire leur travail, pour mieux prendre en compte l'avis des gens. J'avais un sondeur qui, en entretien, me disait, mais par exemple, si Arte nous commande un sondage et qui nous dit 80% des gens aiment bien Arte dans la société, ça va donner des arguments à Arte quand il ira négocier ses budgets face à des gens en face qui leur diront peut-être oui mais regardez vous avez très peu de part d'audience, ils pourront réagir en disant on a très peu de part d'audience mais par contre les gens nous aiment beaucoup donc faites attention si vous nous sucrez nos subventions. Il y a cette dimension-là. Après quand on regarde le travail, l'intérêt qu'ils portent à leur travail, souvent, c'est par exemple le fait de travailler sur plein de sujets différents. Ça peut être un peu la même chose qu'on peut retrouver chez des journalistes qui peuvent dire « moi, j'aime bien passer d'un sujet sur que pensent les Français des retraites à la gestion des déchets, etc. » Cette faculté à travailler sur plein de sujets différents d'opinion est quelque chose qu'ils mettent en avant comme quelque chose de positif dans leur travail. Et évidemment, quand un de leurs sondages sur lesquels ils ont travaillé des heures, ils se sont cassés la tête sur les chiffres, les relectures, etc., est utilisé dans le débat public, eh ben, ils considèrent qu'ils ont là effectivement abondé à ce débat public, qu'ils y ont contribué. Et est-ce qu'il n'y a pas des formes de spécialisation selon les instituts qui ont quelques sujets de prédilection, par exemple? Ça va être assez transversal. Ce qui va se jouer, c'est plutôt au sein des instituts. C'est-à-dire qu'il va y avoir, alors moi déjà, je le dis, j'ai étudié que les départements opinion, mais peut-être il faut le rappeler, ce département opinion, il ne représente pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires des entreprises. C'est vraiment 5 à 10, 15% maximum du chiffre d'affaires. Le gros du chiffre d'affaires, il est fait par les autres départements, donc marketing, sur tout un tas de secteurs d'activité qui vont commander des sondages qui ne seront jamais diffusés ou publiés, mais qui servent à élaborer les stratégies commerciales. Même au sein de ces départements opinion, il va y avoir des spécialisations. Les sondeurs qui vont travailler vraiment sur les sujets politiques politiciens, donc au sens vraiment là, les intentions de vote, les baromètres des personnalités politiques. Il y en a qui vont travailler sur des sujets, disons, plus société au sens large. Et vous avez aussi des gens qui vont travailler ce qu'on appelle les pôles corporate. Le pôle corporate, c'est qu'ils vont faire beaucoup d'enquêtes de climat social. Donc, par exemple, c'est des grosses entreprises qui commandent des sondages pour savoir comment les gens jugent leur qualité de vie au travail, comment ils ont des bons rapports avec les syndicats, la direction, leur management, etc. Donc, si vous voulez, il y a des spécialisations en interne des instituts. Tout le monde ne travaille pas sur totalement tous les sujets. On parlait de sensibilisation. Cette question de l'échantillon, je pense que pour n'importe qui n'a pas accès à la critique de ces échantillons. Est-ce que là, il y a quelque chose à faire de notre côté? Est-ce qu'on peut totalement faire confiance aux instituts de sondage concernant les échantillons? Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut là aussi rentrer dans le modèle économique et qu'en fait, le monde des instituts de sondage, c'est aussi un monde de chaînes de sous-traitance. Et que la plupart du temps, les entreprises de sondage, les instituts de sondage ne possèdent pas leur propre panel. C'est-à-dire, les panels, c'est les fichiers de gens qu'on interroge et à qui on pose des questions. Et donc, vous avez des sociétés qui se sont spécialisées là-dedans. Vous avez par exemple la plus connue qui s'appelle Bilendi, dont le travail est uniquement de constituer des fichiers de gens. Et donc si vous commandez un sondage à l'IFOP, à Odoxa, que sais-je, il va passer par une de ces entreprises pour administrer ces questionnaires. Et donc là, il y a un enjeu presque encore moins connu de la manière dont ces entreprises-là gèrent, entretiennent, renouvellent leur panel. Ce qu'on sait des enquêtes universitaires, c'est que les gens qui sont interrogés en ligne sur ces panels, ils vont être globalement représentatifs de la population française en termes d'âge, de sexe, etc., mais qui vont être pas représentatifs sur un certain nombre de comportements politiques. Par exemple, ça va être des gens qui vont être plus alertes, plus en lien avec les médias, qui vont plus suivre l'actualité, qui vont être plus politisés que la moyenne. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte de biais, puisqu'on va interroger des gens sur des questions politiques, alors qu'ils sont plus politisés, disons, que la moyenne des Français. On sait aussi que ces gens, ils sont globalement un peu plus conservateurs, c'est-à-dire que si on pose des questions d'attitude, d'opinion politique, les gens qui sont interrogés en ligne par rapport aux gens qui sont interrogés par téléphone ou en face à face, ils vont être un peu plus conservateurs, un peu plus racistes en moyenne. Donc il y a aussi des sortes de biais intrinsèques à ces panels qu'il faut avoir en tête, qu'il faut prendre en compte quand on analyse ces sondages. J'imagine qu'il y a aussi une dimension d'accès au numérique, puisque certains sondages sont en ligne. Oui, bien sûr. Ça, c'est un vrai sujet sur des populations spécifiques. Si vous voulez faire un sondage, par exemple, sur ce qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire les populations les plus âgées, et que vous le faites en ligne, vous aurez des seniors qui ne correspondent pas à l'image des seniors, vous aurez les plus connectés, etc. Souvent, c'est d'ailleurs un problème, c'est que quand on dit la catégorie 65 ans et plus, si on ne regarde pas dans le détail, vous avez que des gens qui ont 65 ans et demi, pour caricaturer. Les personnes de 70, 80, 90 ans, ils sont très peu connectés et encore moins présents sur ces panels. Donc là, il y a tout un tas d'enjeux auxquels il faut faire attention.
Et pour revenir à la question du comparaison avec les universitaires, comme nous, on a davantage de temps, on a davantage peut-être de soucis sur ces questions-là, on va pouvoir dire, d'accord, là, on n'a pas assez de personnes âgées, on va étendre le terrain sur 3, 4, 5 jours de plus pour avoir correctement ces quotas, on appelle ça des quotas qui soient bien remplis, mais ça, c'est impossible à faire dans le cadre d'un commanditaire, d'un média qui veut son sondage pour le lendemain, pour le publier pendant son JT, par exemple. On va revenir sur un sondage, un des sondages les plus scrutés par les Français, qui est celui des personnalités préférées de l'année. L'édition de cette année, là aussi, elle a suscité beaucoup de débats et là aussi, vous avez beaucoup été sollicité sur le sujet. Est-ce qu'on peut revenir sur le sondage de cette année pour les personnalités de l'année? Oui, effectivement. Alors, c'était un sondage qui est commandé par le JDD, le journal du dimanche, qui est maintenant propriété de Vincent Bolloré et qui, pour la première fois, a changé d'institut prestataire. Il travaillait initialement avec l'IFOP et maintenant, il travaille avec l'Institut CSA, qui est un institut qui appartient à Havas appartenant lui-même à Bolloré. Et donc, il y a une sorte de volonté de l'environnement Bolloré d'intégrer ces différentes entreprises. Et ce qui est ressorti de ce sondage, c'est qu'il y avait tout un tas de personnalités d'extrême droite, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Philippe de Villiers, Marion Maréchal Le Pen, qui étaient très hauts dans les personnalités préférées des Français. Et donc, pendant plusieurs jours, on a eu des titres comme ça, commentés par les médias de Vincent Bolloré, en disant le RN, parti préféré des Français, personnalité préférée des Français, etc. Là où il a vraiment besoin d'un recul critique, c'est d'essayer, par exemple, de comprendre comment est fait ce sondage. Et la liste des personnalités préférées, elle n'est pas sur la base de déclaratifs. Les gens ne disent pas « moi, je préfère telle et telle personne », mais les gens qui ont été sondés ont dû se positionner sur une liste préétablie, c'est-à-dire une liste de gens qu'on leur a suggérés, et cette liste était décidée par le commanditaire du sondage en lien avec l'Institut. Et ce qui est intéressant, pour répondre très rapidement, par exemple, c'est qu'il y avait des personnalités, des sportifs, des acteurs et actrices, mais aussi des personnalités politiques. Il y en avait 24 dans ce sondage, et sur les 24 personnalités politiques qui étaient proposés aux sondés, il y en avait 4 qui étaient de gauche. Donc on voit un peu là le biais, c'est-à-dire dans les gens qu'on propose même, il n'y a pas des gens qui sont proposés de manière neutre, mais il y a un clair biais envers l'axe plutôt de droite, voire d'extrême droite du champ politique. Pour conclure, 3 ouvrages, Hugo, que vous nous conseillez pour poursuivre la réflexion? Ouais, le premier ouvrage auquel j'ai pensé, c'est un ouvrage de Baptiste Cotras, qui est un sociologue et qui s'appelle La Voix du Web. Et en fait, lui, il s'est intéressé à des entreprises qui émergent autour des années 2010 et qui proposent de faire non plus comme les sondages, de poser des questions aux gens, mais de mesurer, quantifier l'opinion à partir de ce que les gens ont dit en ligne, les commentaires, les blogs, les réseaux sociaux, etc. Un deuxième ouvrage qui s'appelle La sexualité qui vient, qui est un ouvrage coordonné par Marie Bergström. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est le traitement d'une grosse enquête quantitative, donc d'un sondage, et donc ça permet de voir ce qu'on peut faire dans l'université avec des sondages. Et puis le dernier livre peut-être qui est sorti l'année dernière, c'est un livre de Vincent Tibéri qui s'appelle Le mythe de la droitisation française et qui s'oppose à cette idée que la France serait aujourd'hui intégralement d'extrême droite ou l'extrême droite aurait gagné la bataille idéologique. Et lui, il montre que sur le temps très long, il y a plutôt une victoire de la tolérance à l'endroit des minorités, des LGBT, des questions d'environnement, etc. Et comment il fait ça? Il utilise des sondages sur le temps long. Donc c'est, à mon avis, encore une bonne idée pour voir ce qu'on peut faire avec des sondages quand on ne les traite pas dans l'immédiateté du traitement médiatique. Hugo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, Produire l'opinion, enquête sur le travail des sondeurs. C'est publié aux éditions de l'EHESS. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.